Et donc finissons avec le plat du jour quand même, le joueur ultra valuable de cette QV du jour, John Wall, un joueur que t'aimes bien en plus, toi sur le point un peu subjectif. Oui, c'est un joueur que j'ai toujours apprécié, même dès l'époque Kentucky. Alors John Wall, du coup, ça tombe plutôt pas mal au niveau du timing. 9 saisons sur la décennie, parce que malheureusement, il y a une blessure en 2020, donc voilà, mais il est de la draft 2010, et donc ça commence pile dans la bonne décennie. 19 points de moyenne et 9,2 assists de moyenne sur l'ensemble de la décennie, sachant que 9,2, il est deuxième à égalité avec Chris Paul, et le premier c'est Steve Nash, mais qui a fait à peine 2 ou 3 saisons, donc il est presque premier à égalité, on va dire. 36 minutes par match de moyenne sur la décennie, c'est le 4e plus gros total de toute la NBA, derrière seulement LeBron, KD et Lillard. Donc, grosse présence sur cette décennie. 20 000 minutes, il est dans le top 30 également, 26e, 573 matchs, bref. 5 fois All-Star sur cette décennie, une fois All-NBA, à peine en 2017, c'est peut-être un peu... c'est peu finalement, peut-être par rapport à son talent, on va en parler. Une fois All-Defense également en 2015. Au niveau de NBADraft.net, la comparaison, c'était un mix entre Derrick Rose et Russell Westbrook. Ouais, c'est par rapport à l'explosivité, sans doute, je pense. Il y a des chances. Draft Express, le meilleur scénario, c'était, là encore, la formulation, Russell Westbrook avec une meilleure vision. Encore une fois, si je suis Russell Westbrook, peut-être que je me vexe. En même temps, si tu es Westbrook, tu te vexes pour beaucoup de choses. Et puis le pire, c'est pire scénario possible pour eux à l'époque, c'était un Kyle Lowry de 6'4", en taille, de 6'4", pardon. Au niveau des surnoms, alors là, par contre, j'ai jamais entendu ces surnoms, c'est un peu fou. Optimus Dime. Est-ce que tu as déjà entendu John Wall être appelé Optimus Dime? Ah oui, ça je l'ai déjà entendu. Ouais. Et alors l'autre, tout aussi fou, c'est Tupac. Ah. Alors là, je comprends pas d'où vient ce surnom. Tupac. Non, là, John effectivement, Wall, je n'ai pas l'explication. On est d'accord. Mais il me semble qu'il y avait quelque chose comme ça où... Ah bah non, c'est un autre surnom qu'il avait, c'était The Wall Package. Ah, pas mal. Alors il est pas sur Basketball Référence, mais il est pas mal celui-là. Il est pas mal. C'est toujours mieux que mes jeux de mots à moi en 2010. Ouais, il défend. C'est un mur impassable. Enfin bref. Oui, bon. À éliminer. Donc au niveau du parcours, il a 20 ans au niveau de notre décennie. Comme je dis, ça colle bien. Premier choix de la draft 2010. Et donc 2011, il est rookie. Et un sacré rookie, mine de rien, puisqu'il a 38 minutes de jeu déjà en tant que rookie. Plus de 16 points et 8,3 assists de moyenne. C'est pas mal. Alors, il n'est pas rookie de l'année parce que Blake Griffin. Parce qu'il y a Blake Griffin. Ouais. Exactement, qui est un peu en décalé à cause de sa blessure. 2012, encore une fois, 36 minutes de moyenne, 16 points par match et 8 assists de moyenne, etc. Voilà, pas de playoff, mais on est sur déjà un début de carrière de très haut niveau en termes de production, en tout cas. 2013, 18 points par match, 7 assists, encore une fois, mais pas les playoffs, toujours pas. Mais par contre, les playoffs arrivent en 2014, pour le coup, avec notamment l'arrivée de Marcin Gortat, qui aide bien. Et lui, il est encore à 20 points et 9 assists de moyenne. All-Star pour la première fois. Et donc en playoff, upset de Chicago, ou en tout cas, je crois que c'était le duel 4-5. Donc petit upset, on va dire. Et puis ensuite, ils vont carrément titiller un peu les Pacers de 2014, qui était une grosse équipe. Donc voilà. Et puis 2015, 36 minutes par match, toujours pour lui. All-Star pour une deuxième fois consécutive. 17 points, 10 passes de moyenne. Voilà. Playoff, ça bat Toronto, qui pour le coup est encore un petit upset, et ça tombe contre Atlanta, où malheureusement il est blessé dans cette série contre Atlanta, mais c'est quand même à noter que Washington, qui est le 14e meilleur net rating sur 30 de NBA, donc une équipe passable, passe pas loin de faire finale de conférence à l'Est. 2016, malheureusement, on est sur un bon cycle où Washington fait les playoffs depuis 2 ans, et on se dit, voilà, ils vont le faire une 3e année, c'est une équipe jeune, et en plus, il y a Kevin Durant qui va arriver à la free agency, donc tout coïncide, et en fait, non, patatras, ils font pas les playoffs, et Kevin Durant ne vient pas, malheureusement. Donc c'est un peu dommage. 2017, ça refait les playoffs avec Scott Brooks qui est arrivé en tant que nouveau coach. Lui, c'est une de ses meilleures saisons individuelles. D'ailleurs, c'est l'année où il est All-NBA, 23 points, 11 assists de moyenne pour lui. Et en playoff, ça passe Atlanta au premier tour, et ça tombe contre Boston en 7 matchs, fameuse série contre Boston, avec Kelly Olynyk, justement. Qui met 26 points sortis de nulle part au match 7. Exactement, ouais, exactement. Et puis ensuite, fin de décennie, 2018, il fait que 41 matchs sur cette saison-là, et ça tombe contre Toronto en playoff, donc pas grand-chose à dire. Et puis 2019, malheureusement, la blessure, il ne fait que 32 matchs cette saison-là. Et puis 2020, saison blanche, on l'a dit. Donc voilà pour le parcours plutôt complet de John Wall. Et c'est vrai que pour te lancer, on est quand même sur quelqu'un qui était un top prospect à son arrivée, qui en plus a confirmé, mais malheureusement,
peut-être à cause de Washington, qui a pas non plus la décennie à la hauteur de son talent ou de son niveau, on peut dire. Ouais, bah c'est vrai que le problème pour entourer John Wall a toujours été un peu compliqué au niveau du management de Washington, où c'est vrai que dans ses premières saisons, il y a une équipe qu'il faut commencer par déconstruire en fait, et c'est vrai que c'est ça qui rend la chose assez compliquée, où bah t'as une équipe qui sort des phrases de Gilbert Arenas, de la période avec Jamison et Caron Butler, et qui doit en fait commencer par se séparer de ses meilleurs joueurs pour entourer leurs nouveaux prospects, quoi. Et en fait, contrairement à la plupart des équipes où ça se fait finalement assez rapidement, là, ça va prendre énormément de temps, quoi. Où Washington va mettre beaucoup de temps à se séparer de ses cadres, va surtout mettre encore plus de temps à les remplacer. Et c'est vrai qu'au final, l'équipe va percer finalement un peu plus tard avec la draft de Bradley Beal, celle de Otto Porter, et comme tu l'as dit tout à l'heure, l'arrivée d'un joueur comme Marcin Gortat pour consolider un peu tout ça, et comme seront après les arrivées de Paul Pierce, de Trevor Ariza, de Markieff Morris, etc. Mais en fait, ouais, Washington va mettre très très longtemps à consolider une équipe autour de John Wall, ce qui fait que c'est pour ça que sa carrière va mettre un moment à décoller, alors que lui, comme tu as dit tout à l'heure, le niveau est déjà là, quoi. C'est saison rookie, 16.8 passes en 38 minutes de jeu. Tu l'as déjà, ton meneur playmaker capable de performer, quoi. Mais c'est vrai que l'équipe va mettre tellement longtemps à l'entourer que t'as des premières années où vraiment tu sens que malgré son niveau, il fait un peu tout ça dans le vide. Ouais. D'ailleurs, c'était il y a tellement longtemps que c'était à l'époque des uniformes bleus encore, hein, des Wizards. Oui, avant qu'ils choisissent le même code couleur que la moitié des équipes NBA, quoi. Oui, mais je crois qu'il va revenir d'ailleurs le bleu, hein, pour la saison prochaine. Mais bref, la première chose auquel on pense avec John Wall, c'est évidemment la vitesse, je pense. D'ailleurs, en faisant un peu de recherche, je suis tombé sur une vidéo de 2012 où en gros il fait la course avec un mec médaillé olympique, médaille d'or du 110 mètres haies en 2012 et en fait tu vois la vidéo, mais en fait il est pas loin sur les 100 mètres. Enfin bref, il est un peu en mode détente quand même le mec de médaillé d'or, mais quand même quoi. Voilà, moi c'est le premier truc auquel je pense, mais plus globalement, à quel point toi tu le voyais haut dans les hiérarchies NBA, parce que j'ai dit il y a qu'une seule sélection All NBA en 2017. Mais à quel point, toi, tu l'imaginais, je sais pas, dans les hiérarchies des meneurs et même dans les hiérarchies NBA, est-ce que pour toi, un jour, on a été sur quelqu'un qui a été top 10 NBA? Je pense qu'on n'a jamais été sur le joueur qu'il était annoncé être, en fait, où John Wall était vraiment un prospect hyper impressionnant, qui avait vocation à devenir peut-être le meilleur meneur de NBA un jour. Et en fait, et c'est ça le point négatif de sa carrière, c'est qu'il n'y sera jamais parvenu, quoi. C'est un joueur qui très rapidement s'impose comme étant un des meilleurs meneurs, qui très vite s'impose comme un joueur qui est un franchise player absolument légitime et qui est capable de porter, peut-être pas à lui seul, mais quasiment une équipe en play-off et à passer des tours. Et c'est déjà quelque chose que la plupart des joueurs dont on a pu parler au cours des précédents podcasts et de celui-là n'ont jamais réussi à faire, quoi. Mais par contre, là où le bas blesse, on va dire, et c'est dire à quel point les attentes étaient dantesques vis-à-vis de John Wall, c'est que c'est un joueur qui ne se sera jamais affirmé comme le meilleur meneur NBA, et c'est peut-être bien là son seul tort, alors que c'est un mec qui a tourné à 20-10 de moyenne sur quasiment une décennie. C'est vrai que le manque de All-NBA, alors c'est pas une fin en soi, mais ça reste un marqueur, un indicateur, mais pour moi, le manque de All-NBA, il peut s'expliquer peut-être par une forte concurrence. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est par la présence de joueurs qui étaient tout simplement meilleurs que lui, quoi. Il a évolué sur un poste où à l'époque, il y avait Stephen Curry, il y avait James Harden, il y avait Russell Westbrook, il y avait Chris Paul. C'est vrai que mine de rien, même quand t'es très très bon, c'est difficile d'aller titiller des joueurs comme ça, quoi. Ouais, et puis surtout quand, en plus, deuxième facteur aggravant, t'as des équipes qui sont parfois nulles, parfois juste moyennes, ça n'incite pas à avoir des votes de l'NBA peut-être, mais en même temps, et quand même après avoir dit ces nuances, et pour te rejoindre un peu, moi le reproche que je lui fais, c'est de jamais avoir, comme tu dis, accompli son potentiel maximum ou celui qu'on pouvait espérer, et de jamais avoir été un go-to-guy du scoring, en tout cas, parce que go-to-guy, de manière générale, il a porté l'équipe tout seul, il a été l'option numéro 1, mais en tant que scoreur, il a pour moi jamais été un go-to-guy implacable et de très haut niveau, quoi, finalement. Et tu vois, au niveau des usages, on est sur quelqu'un qui passe la décennie entre 27 et 30%, donc oui, hein, des volumes d'utilisation de stars, mais qui en fait passe aussi la décennie en étant un scoreur moins efficace que la moyenne. Et encore une fois, hein, pour le true shooting plus, donc à quel point t'es bon par rapport à la moyenne de l'époque, sachant que la moyenne elle est à 100, par définition on la fixe à 100, il fait du 91, 95, 97, donc moins 9, moins 5, moins 3%, 97, 97, 98, 94, etc. Voilà, il passe toute la décennie en dessous de la moyenne NBA. Ce qui est un peu un problème, mine de rien. Ce qui est hyper décevant par rapport à ce que le joueur devait être, en tout cas, quoi. Dans le sens où, au niveau du playmaking, il y a absolument eu aucune déception. Ça a été un playmaker absolument fantastique
de sa saison rookie à sa dernière saison à Washington, ça y a absolument aucun doute là-dessus. Par contre, effectivement, quand il arrive en NBA, moi, les attentes que j'avais quasiment pour lui, c'était que ça soit le premier joueur depuis Tony Archibald à faire une saison à 30 points 10 passes, ou à faire une saison Ouais. à terminer à la fois meilleur marqueur et meilleur passeur de NBA, quoi. Et en fait, les joueurs qui vont réussir à le faire, finalement, seront Westbrook puis Trae Young, quoi, et absolument pas John Wall, alors que c'était un joueur qui normalement avait le potentiel de ces joueurs-là et qu'il aurait largement pu et dû devenir un joueur comme ça. Ouais, tu vois, Westbrook, je suis le premier à critiquer peut-être le manque d'efficacité, mais Westbrook était plus efficace que ça, quoi, encore. Absolument, ouais. Et sur un volume bien plus conséquent, quoi. Après, le Ouais, gros c'est problème ça. de Wall, c'est le fait qu'il a mis très très longtemps à se développer un shoot. Donc pour le coup, ses premières saisons, il shoot quasiment pas à 3 points, et quand il s'y met enfin, les pourcentages sont pas là, donc ça le conforte pas vraiment dans son choix. Donc il va finalement refuser souvent d'en prendre, hein, ce qui va nuire à son efficacité, parce que voyant qu'il est ouvert à 3 points, les mecs ne montent pas, il hésite à shooter, donc plutôt il pénètre, et puis finalement il prend à peu près le même tir, mais 2 mètres plus près du panier, il voit un point de moins. Et c'est quelque chose qu'il a quand même suivi pas mal dans sa carrière, même si on a vu de très belles campagnes de playoffs où il était vraiment en confiance avec son shoot, quoi. Mais au final, et c'est assez symptomatique de cette équipe de Washington qui traversait la saison régulière complètement en touriste, alors que c'était une équipe qui avait énormément de choses à prouver. Je pense que c'est assez symptomatique de ce que John Wall a été, quoi. Il a été un joueur vraiment excellent, mais même pas aussi bon que ce qu'il aurait dû être. Ouais. Non, mais j'ai quand même le souvenir qu'il avait un petit tir à mi-distance dès 2013, mais encore une fois, ça commençait à être très légèrement... Enfin, c'était timide, quoi, et ça n'a jamais explosé. Comme tu dis, il n'y avait pas le 3 points non plus, qui est venu beaucoup plus tard, voire presque pas du tout. Et puis surtout l'autre truc un peu problématique, et la différence avec Westbrook, c'est que Westbrook était une machine sur drive, pas non plus efficacité d'élite, mais quand même. Et Wall non plus n'a jamais été implacable sur drive. Je trouve, et c'est un peu dommage, et c'est là aussi où, tu vois, je parlais de la vitesse, on le lit d'ailleurs dans les scouting reports de l'époque de draft. Déjà à l'époque, on dit, oui, il y a de la vitesse, mais bon, c'est hyper impressionnant en transition, mais ça s'applique pas trop sur demi-terrain, quoi. À l'époque de la NCAA, on disait ça. Et je trouve qu'on a eu un peu la même chose en NBA où, oui, il y a la vitesse pure, la pointe de vitesse qui est incroyable, mais finalement, tu vois, sur demi-terrain, on n'a jamais eu un driver d'élite, quoi. Au niveau des lancers francs, c'était pas mal, mais en plus, il les mettait pas trop, les lancers francs, après les avoir obtenus. Quand même, je crois que c'est quoi, combien il est en carrière, il doit être aux alentours de 80% quand même. Peut-être j'exagère un peu. Mais un peu en dessous, 78%, oui, ce qui est pas bien, mais qui est pas mauvais non plus. C'est ça, ouais. Mais comme il n'avait pas une efficacité de fou au panier, entre 45 et 50%, ce qui est plutôt en dessous de la moyenne, et que voilà. Au contraire, au panier, il a toujours été plutôt au-dessus. Je parle pas de tous les tirs au panier, je parle des lay-ups en fin de drive. D'accord. Et du coup, voilà, il y a pas autant de lancers francs peut-être qu'il aurait fallu pour compenser, un peu comme Westbrook, quoi. Donc j'ai toujours été un peu sur ma faim sur ce côté scoring sur drive, et comme tu l'as dit, il y avait pas le jump shot, etc. Donc le côté go to guy du scoring m'a toujours un peu déçu. Après, c'est vrai que comme tu dis, on était sur un passeur avec un volume de fou, notamment de par sa taille et sa longueur de bras, qui pouvait faire toutes les passes sur un terrain, quoi. Ouais, et puis comme tu disais aussi, il y a ce côté, effectivement, c'est un joueur qui va très vite et puis qui a toujours été très très bon sur transition. Et en fait, la grande force de Wall, je trouve, en tout cas dès sa saison rookie, c'est sa capacité vraiment à dicter le tempo d'un match, quoi. Où t'as des joueurs dont la vitesse est une des qualités principales, mais qui n'ont pas les qualités, on va dire, de gestionnaire en tant que meneur pour imprimer un tempo qui leur permette de tirer parti de leur vitesse, quoi. Alors que Wall, dès qu'il arrive en NBA, c'est quelque chose qu'il sait absolument faire, c'est vraiment gérer le tempo d'un match et donner au match un tempo qui lui permet à lui de s'exprimer. Et c'est vrai que tout ce qui va faire sa carrière en tant que meneur de jeu, ça va être vraiment ça, dicter le rythme d'un match, et une fois que le jeu est à la vitesse qui lui convient, distribuer et trouver ses shooters absolument partout sur un terrain. Ouais. Pour dire aussi quelques mots de sa défense, je sais pas, toi, quel est ton avis? Moi, j'ai toujours trouvé qu'il avait été au-dessus de la moyenne, avec même quelques années, quelques pics très 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 intéressants, quoi. Pour le coup, Wall a vraiment été, en tout cas toute sa carrière, un playmaker défensif, quoi. C'est-à-dire, c'est un joueur qui vraiment était capable d'aller provoquer des pertes de balles, d'aller contrer des tirs, et c'est-à-dire pas juste vraiment de récupérer des ballons qui traînent ou des trucs comme ça, mais vraiment d'aller pousser l'adversaire à la faute. Et ça, défensivement, pour un joueur qui avait déjà un tel volume d'activité en attaque, c'est quand même quelque chose de vraiment pas mal, quoi. Même, je pense qu'en tant que carrière, il n'y a pas eu beaucoup d'arrière-contreurs, en tout cas meilleur que lui, qui soit passé en NBA, quoi. Ouais. Après, effectivement, défensivement, ça n'a jamais été le mec qui va te verrouiller un joueur complètement,
parce que c'est clairement pas ça que t'attends de ton meneur de jeu, parce que sinon tu sais que le mec va se cuire, quoi. Mais défensivement, en tout cas, il y a toujours eu ce côté playmaker défensif. Je vais provoquer des pertes de balles, je vais aller contrer des tirs en second rideau, etc., etc. Tu vas peut-être m'insulter, mais quand tu me décris un mec défenseur et très passeur et avec des limitations au scoring, est-ce que c'est pas un Ricky Rubio plus John Wall? Non, j'exagère. Je plaisante. Je plaisante. Oui, non, voilà, la défense, je trouve quand même qu'on était sur quelqu'un globalement positif, on va dire. Ce qui n'est pas toujours le cas sur ce poste-là. On parlera peut-être d'autres cas plus tard. Bah, disons que même au niveau des joueurs qui vont essayer justement de générer des contres ou des interceptions, en général, c'est des mecs qui prennent beaucoup de risques et qui font beaucoup d'erreurs, alors que c'était pas du tout le cas de Wall, qui était déjà de base un bon défenseur, mais avec en plus ce petit plus d'aller générer de la perte de balles. Ouais. Mais pour dire aussi au niveau des playoffs, encore une fois, pour citer un peu les stats, 1400 minutes de playoffs, c'est pas mal. On est 81e de la décennie, donc ça va, mais c'est pas fou, quoi. 37 matchs à peine, et c'est l'équivalent de Siakam, qui a fait 3 ou 4 ans dans la décennie à peine, et que Evan Turner, quoi. Donc c'est pas top, et encore une fois, en plus, au niveau de l'efficacité sur ces matchs de playoffs, on est sur 51% de true shooting. C'est pas top non plus, quoi. Donc voilà. Mais disons qu'après, les playoffs ont par contre pu donner un échantillon, je pense, que de ce qu'un John Wall, vraiment au maximum de son potentiel, était capable de faire. Ouais. Sur les saisons 2017 et 2018 notamment, où il y a un vrai plus au scoring, et notamment via des lancers francs qu'il va chercher avec une bien plus grosse fréquence qu'en saison régulière, ouais. T'as un joueur qui se rapproche bien plus de ce qu'il est capable de faire, en fait, ou sur la campagne 2017, donc il se solde par cette élimination improbable face au Boston d'un Kelly Olynyk déchaîné. Je veux dire, il est pas loin d'être le meilleur joueur des playoffs au moment où il se fait éliminer, quoi. Ouais. Enfin, quoi qu'il y avait quand même LeBron dans l'autre partie du tableau. Oui, mais ils ont bien, c'est pour ça que je dis, il était pas loin de l'être. J'ai eu une illumination d'un coup, là. LeBron. Mais effectivement, si tu vois, s'il passe cet obstacle Boston, t'as une finale de conférence contre les Cavaliers, où athlétiquement, ils peuvent complètement rivaliser, voire même peut-être les dominer. Et tu dis, ouais, si cette équipe de Washington-là arrive en finale NBA, putain, c'est pas la même histoire, quoi. Mais c'est peut-être ça aussi le problème, c'est que on est peut-être aussi sur notre fin, parce que cette équipe de Washington, qui semblait être l'équipe de la décennie, très jeune au début et très talentueuse, elle a jamais eu un run, au moins un, comme on aurait peut-être voulu. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus, mais... C'est ça, oui. 2017 est vraiment hyper décevant là-dessus, dans le sens où Wall est vraiment au sommet de son art. Il a jamais été aussi fort de sa carrière. Ils sont bien meilleurs que Boston et ils se font sortir quand même. Ouais. Effectivement. Et du coup, pour le classement, où est-ce que tu le situerais ? Je pense que je vais quand même le mettre très haut, hein, parce qu'il y a le niveau pur en termes de talent individuel, de performance chiffrée et de longévité. Je pense que je vais le mettre au-dessus de Kyle Lowry, mais quand même derrière Blake Griffin. Ouais, alors, on était dans la même zone. Mais non, moi, je peux pas le mettre devant Kyle Lowry. Je pense que John Wall a été quand même un bien meilleur joueur que Kyle Lowry dans la globalité de sa carrière, quoi. Il y a eu toujours ce souci structurel, on va dire, à Washington, où au début, ils ont mis longtemps à construire autour de lui. Une fois qu'ils ont su le faire, ils avaient tellement mal géré au niveau des contrats que les renforts pour l'équipe, ils pouvaient se permettre de faire venir que un nouveau joueur chaque année, et ça leur coûtait à chaque fois un tour de draft. Je veux dire, il y a eu une marge de manœuvre finalement pas dingue pour Wall, là où au contraire, du côté de Lowry, t'as un effectif qui a toujours été super bien construit, quoi. On en revient encore une fois au comment tu juges une première option d'équipe dans des équipes moyennes bonnes, contre une deuxième option dans des meilleures équipes, peut-être. Tout à fait, ouais. Moi, j'aurais tendance là-dessus assez nettement à donner l'ascendant à la première option, qui plus est quand c'est une première option du niveau de John Wall, quoi. Ouais. Et je pense que même en termes de niveau individuel, il a atteint, on va dire, plusieurs saisons un niveau dont Kyle Lowry s'est jamais approché, quoi. Je comprends, mais je peux pas. non, mais je trouve que l'efficacité, l'écart d'efficacité est tellement grand, et puis le côté défensif sans ballon et tout. Peut-être que j'exagère, et peut-être qu'on sera amené à le modifier, effectivement, mais je serais plutôt enclin à le mettre là. Il y a quand même une telle différence au niveau du playmaking et de la création, quoi. Peut-être. Et pour toi, par exemple, il n'y a pas de match non plus avec Tony Parker, du coup? Non, encore moins. Ouais. Parce qu'après, tu vois, Tony Parker, tu considères pas que Tony Parker ait un pic plus haut dans les équipes des Spurs en tant que leader un peu de ces équipes-là? Que John Wall, non, je pense pas, quoi. D'accord, ok.
Je pense pas. Après, moi, tu sais, pour le poste de meneur de jeu, j'accorde une importance peut-être déraisonnable, mais vraiment à la création et au playmaking. Non, mais j'entends, ouais. Et je trouve que ça a jamais été le point fort de Tony Parker et ça a jamais été le point fort de Kyle Lowry non plus. Et pour le côté duel un peu théorique, parce que peut-être Lowry sera amené à bouger aussi, mais John Wall contre Blake Griffin ou John Wall contre Kyrie Irving, notamment, ça m'intéresse. Pour le coup, c'est vrai que moi je trouvais que Irving était peut-être un peu haut, ouais. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit pas mal au cours de l'émission, il y a quand même un facteur playoff qui est assez déterminant dans le cas Irving, quoi, où je pense que pareil, en termes de niveau pur, je pense que John Wall a été un meilleur joueur que Kyrie Irving au cours de cette décennie, et on l'a vu notamment sur les 2 saisons de Irving à Boston qui sont, je trouve, assez anecdotiques à l'échelle de la carrière du joueur. Mais pour moi, ouais, après il y a quand même vraiment toute une réussite, on va dire, en playoff qui plaît dans la faveur d'Irving. Si on enlève les playoffs, toi tu dis John Wall meilleur que Irving. Je pense, ouais. Ok, je suis pas forcément d'accord, mais je suis pas forcément d'accord non plus, mais c'est mon avis. Et par rapport à Blake Griffin, du coup, je pense que Blake Griffin est au-dessus quand même. Il y a eu, je pense qu'il y a contre justement ce qu'on a dit pour Wall, où quand bien même il a été très bon, il a jamais été au niveau des meilleurs à son poste. Je pense que Blake Griffin, au contraire, on peut pas dire ça. C'est un mec qui a été constamment le meilleur à son poste, ou au moins parmi ceux-là, quoi. Ouais. Ok. Je demande plein d'avis sur plein de joueurs parce que comme ça risque de bouger ou quoi, j'aime bien récolter. Et pour toi, il n'y a pas non plus match avec ce qui est un peu en dessous, qui a des demi-décennies, quoi, des Jokic, Gobert ou Ibaka qui a fait une décennie complète, mais beaucoup moins important. Non, pas trop. Quoi. Mais du coup, tu vois, en disant ça, ça me fait un peu réfléchir à la place de Jimmy Butler là-dedans, quoi. Où je me dis peut-être que j'aurais mis Jimmy Butler derrière John Wall, quoi. Ouais, alors peut-être pas derrière John Wall, mais effectivement, comme je te disais tout à l'heure, je me dis peut-être que j'ai exagéré sur Jimmy Butler devant Anthony Davis. Qui, mine d'un... Bon, bref, ça. On fera un épisode de reclassage, je pense. Mais oui, en fait, en soi, Jimmy Butler devant Anthony Davis, je trouve pas ça délirant, tu vois, quoi. Mais peut-être qu'en fait, c'est eux deux qui devraient être derrière les autres mecs qui suivent, quoi. Peut-être, ouais. Donc toi, tu mettrais John Wall devant le package Butler-Davis, quoi. Je pense que je remonterais, ouais, le trio Irving, Griffin, Wall, je les passerais peut-être devant. Ouais. Ok. Merci. Déjà que j'arrivais pas à dormir avec le classement. Bon, je me gratte la tête actuellement. Bref, pour finir, un petit quiz pour rigoler. Et là, comme je sais que tu es fort en quiz, là, j'ai pris vraiment je crois le plus dur que j'ai jamais fait. C'est un qui est dans l'effectif. Donc, est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de l'effectif de Washington en 2011 ? Oh la vache. Quand John Wall est rookie. C'est très dur, mais c'est très marrant. Tu vas voir, il y a plein de noms marrants. Du coup, Gilbert Arenas. Exactement. Contre qui il est changé d'ailleurs Arenas, ouais. Je sais même plus parce qu'il part à Orlando. Ouais. Donc il doit être échangé. Un poste 4 shooter à gros contrat aussi. Rashard Lewis. Rashard Lewis, effectivement. Ah oui, si, ouais, c'est vrai. Du coup, il doit y avoir Brendan Haywood. Non, il n'y est pas. Ah, il n'y est pas. Javal McGee déjà. Oui, Javal McGee, oui. Ouais. Antoine Jamison et Caron Butler sont échangés cette saison-là aussi. Ouais. Du coup, ça fait faire venir plein de joueurs en échange. Notamment, doit y avoir Mike Bibby. Mike Bibby est là, effectivement. Il fait peu de matchs, mais il est là. Je crois que Ilgauska s'est échangé à Washington pour que Washington puisse le couper aussi. Alors ça, c'est la saison d'avant, parce que le trade de Jamison, c'est la saison d'avant, ouais, justement. Ok. Mais Butler, ouais. Doit y avoir Nick Young. Nick Young est là, effectivement. Alors, qu'est-ce qu'ils ont encore à l'époque ? Si tu penses à Nick Young et aux têtes brûlées, tu penses à... Oula, Martel Webster ? Non, je pensais plutôt à un intérieur scoreur, poste 4. Flûte, comment il s'appelle ? Non, parce qu'il y a Drew Gooden déjà. Non. Il n'y a pas Drew Gooden, mais je vois de qui tu parles en plus. André Blatch. André Blatch, exactement. Doit y avoir... alors, attends. Le mec avec les dreadlocks, là, Thomas, peut-être ? Ça ne me dit rien. Non, ça doit être avant. Alors, on a quelqu'un qui vient d'être drafté, un jeune arrière croqueur. Jordan Crawford. Jordan Crawford. Effectivement. Alors, on a quelqu'un qui, j'en ai parlé tout à l'heure, qui était passé par Chicago, qui a fait une petite pige à Washington et qui est ensuite retourné à Chicago. Moi, j'ai déjà oublié qui c'était. Un meneur de la draft 2003. Kirk Henrik, Kirk Henrik, qui avait été pris pour être Oui, ou du coup, c'est pour ça, oui, transfert à Arenas, il se dit, on va faire venir un vétéran. Un vétéran mentor, ouais. un peu plus posé pour encadrer John Wall. On avait un autre joueur qui a été drafté cette année-là. Un pivot français. Ah, Kevin Séraphin, évidemment. Kevin Séraphin, ouais.
On avait un arrière qui avait fait les finales 2006 avec Dallas. Ouf. Le frère de Dwight. Ah, Josh Howard. Josh Howard, effectivement. Qui est pas du tout le frère de Dwight. Non, pas du tout. Mais si je te disais Howard, c'est trop facile. Et puis après, qui est-ce que je peux te faire deviner? On avait un chinois, je crois qu'il est chinois, ouais. Comment il s'appelait, Yi Jianlan? Ouais, c'est ça, je te l'accorde. Il avait été drafté assez haut aussi. Ouais. Après, on a du Mo Evans. Je sais pas si tu te souviens. Oui, c'était lui que je cherchais, du coup. Ah, d'accord, pardon. On avait du Cartier Martin, on avait du Alon Zuji. Ouais, c'est pour le coup des mecs assez trouvables en plus. On avait. Est-ce que tu connais le seul joueur qui a fait un quadruple double en NCAA? Ah, c'est. Comment il s'appelle lui? Ici, ouais, un espèce de petit meneur. Là. Ouais, c'est ça. Ah, je m'en rappelle plus. Il s'appelait Lester Hudson, effectivement. Je suis très impressionné. Et alors, le dernier, je te promets que je ne l'ai pas inventé par rapport au surnom de John Wall. Il y a un mec qui s'appelait Mustafa Shakur. Ah, bah oui, absolument, ouais. Oui, je crois même qu'il arrive sur le terrain la première fois qu'il est signé. Il est signé à la dernière minute. Il a un maillot 2 fois trop grand pour lui. Le flocage de son numéro tombe dans son short tellement le maillot est trop grand. Et tu attestes que j'invente pas ça parce que non, sur mon c'est Tupac, authentique. Ouais, voilà. Mais ouais, non, ça avait été une sale saison pour les Flockers de Washington entre le maillot du coup de Mustafa Shakur et ils avaient fait une faute sur le maillot d'André Blatch aussi où ils avaient mis André Balch. Enfin bref, très très belle équipe de Washington. Oui, quand on disait qu'effectivement ça a mis longtemps à la reconstruire, ça se comprend quand on voit l'effectif à ce moment-là. C'est pour ça que tu disais qu'il fallait d'abord la déconstruire. Voilà pourquoi il fallait la déconstruire. Ah, j'ai pas cité, on avait Alterton aussi. Oui, exact, ouais. Oui, qui arrivait des Clippers à ce moment-là, ouais, qui était pareil, un énorme croqueur. Est-ce que c'était grave si je le citais pas? Je ne sais pas. Mais bref. Non, mais ça situe bien l'équipe, tu vois, parce qu'avec Al Thornton, Nick Young et André Blatch, je veux dire, faut être courageux pour être meneur de jeu dans cette équipe. Quoi. T'imagines des mecs qui ont découvert la NBA il y a 4, 5 ou 3 ans, ils nous écoutent, ils disent mais c'est qui ces mecs quoi? Enfin, c'est quoi ces noms? On les connaît pas. Enfin bref.